Antoine, vous vouliez intervenir sur ce point? Oui, je voulais poser une question malicieuse à Christian de Pertuis. Il a évoqué l'importance et même le blocage de la non-résolution du problème du fonds vert, d'une part, et puis juste après, il a dit ce qu'il faut, c'est tout. On peut discuter de tout à condition de s'attaquer qu'aux vraies questions. Ma question, c'est est-ce que le fonds vert est une vraie question dans notre problématique du climat? Le fonds vert, c'est un instrument. C'est un instrument. Alors, pour l'instant, il n'a pas servi, puisque moi, je ne connais aucun projet qui ait été financé par le fonds vert. Hein. Alors, il y en aura peut-être... Bon. C'est un instrument assez caractéristique des instruments qu'on met dans le cadre des systèmes des Nations Unies. Vous savez qu'il y en a eu d'autres que j'ai étudiés dans le temps, des fonds d'adaptation, des fonds de... Et donc, c'est aussi un problème de pratique. C'est un instrument sur lequel on a mis 3 ans, je crois, au moins, pour discuter de la gouvernance. Bon. Donc, on ne peut pas dire aujourd'hui si cet instrument va être utilisé correctement ou pas utilisé. Bon, pas correctement utilisé. Je pense que il est... comment dire? Je pense qu'il n'est pas aujourd'hui... organisé dans un cadre qui garantit le caractère opérationnel. Parce que je pense que transférer des centaines de milliards de dollars du nord vers le sud, c'est pas une opération qui s'improvise. C'est un peu comme sur les marchés, c'est des constructions sophistiquées. Donc je pense qu'il faudrait adosser ce fonds sur les organisations internationales qui savent le faire, ce qui n'est pas le cas. Et donc je suis assez dubitatif sur l'efficacité de ces instruments. Sur les règles, moi je pense qu'un fonds dans lequel il n'y a pas une règle sur la répartition des apporteurs de fonds. Et il y a encore moins de règles sur comment on distribue les fonds, en dehors de quelques vagues slogans généraux sur le fait que ça doit aller à l'adaptation et aux mitigations du changement climatique. Je pense que c'est pas du tout c'est pas des règles suffisamment précises. Moi, j'ai proposé des règles basiques, simples, compréhensibles. Bonus-malus, là, au moins, tout le monde le comprend. Hein. Le bonus-malus, vous présentez ça à n'importe quel homme ou femme politique, ils comprennent tout de suite. Il y a une règle. Alors, le problème, c'est que si on applique cette règle, on voit tout de suite les implications. Donc c'est transparent. Donc peut-être que la réelle politique, elle est mieux avec un petit peu d'obscurité ou de non-transparence. Bon, c'est là où ça pose un peu des questions de fond. Jean, qu'est-ce que tu en penses, toi? Voile d'ignorance, donc nécessaire. Alors, il faut que je fasse extrêmement attention, puisque nous avons un collègue du MIT qui s'appelle Jonathan Gruber, qui a aidé Barack Obama à construire Obamacare et qui a expliqué à ses étudiants dans un cours comment ils avaient exploité pour la bonne cause la non-compréhension des sénateurs, etc. Et ça, évidemment, ça a fait tous les journaux de la planète et il a été convoqué immédiatement à Washington. Donc il faut faire extrêmement attention avec ce genre d'arguments. Mais je vous rappelle quand même comment ça s'est passé pour le dioxyde de soufre et les NOx aux États-Unis en 1990. Il y a eu des années, alors ça n'a pas mis 23 ans, ça a mis une dizaine d'années à construire cet accord bipartisan aux États-Unis pour vaincre les pluies acides. Et la façon dont c'était fait, il y avait des problèmes de compensation qui étaient assez similaires. C'est en gros, il y avait le Midwest qui disait nous on veut pas bouger, le Midwest qui polluait énormément, donc nous on veut pas bouger, ça nous intéresse pas. Et puis il y a la Californie, le Massachusetts, etc. qui disaient non, enfin, aidez-nous, réduisez votre pollution. Donc à ce moment-là, l'accord qui a été trouvé, ce qui a été utilisé dans beaucoup d'autres cas également, c'est de dire on va donner des droits à polluer gratuits au Midwest. Alors, l'objectif était ambitieux, hein, c'était on diminuait de moitié assez vite les émissions, mais on va donner des permis gratuits. Enfin, c'est un pot de vin, hein, disons-le franchement, c'est un pot de vin qu'on donnait. Seulement, moi, à l'époque, j'étais aux États-Unis, j'ai jamais vu un article dans les journaux sur le transfert énorme qui se passait entre le Massachusetts et les États du Midwest. Alors, c'est un argument un peu faible, parce que quand même les gens peuvent se réaliser, quand même comprendre quand même que
tout ça, ça vaut de l'argent. Mais n'oublions pas quand même, quand on revient au fonds vert, c'est quand même un des problèmes. C'est-à-dire que si vous dites, je reviens au sénateur du Texas, si vous lui dites, voilà, il y a tant qui va être approprié pour aller dans les pays en voie de développement, là, immédiatement, ça va être très très dur. Et d'ailleurs, on voit qu'il ne se passe rien actuellement. Il ne se passe strictement rien. Il y a la France et l'Allemagne qui font un effort, et j'espère qu'il n'y aura pas que la France et l'Allemagne. Mais c'est très clair que c'est politiquement extrêmement difficile d'avoir des transferts trop transparents. Gérard? Je peux rajouter 2 mots à ce que vient de dire Jean. Juste qu'il faut savoir que le marché européen des quotas de CO2, quand le prix était à 25 € la tonne de CO2, il a transféré des masses financières considérables de l'Europe de l'Ouest vers l'Europe de l'Est. Raphaël Trotillon les a calculés, je ne sais plus combien c'était, mais c'était des centaines de millions. Il est évident qu'il y aurait eu la moindre discussion au Parlement européen, on aurait demandé aux Allemands est-ce que vous acceptez de transférer 500 millions vers la Tchéquie? Bon, ça n'aurait jamais pu.